Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 10 mai 2024 dans la ville d'Oyo, à 400 km de Brazzaville. C'est une visite de travail que effectue le président de la République. Un tête-à-tête est prévu avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Et puis la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a rejeté la plainte du candidat malheureux à l'élection de gouverneur Vidier Chimanga, qui accuse Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, et Daniel Bumba Lubaki, candidat élu provisoirement gouverneur de la ville de Kinshasa, avoir orchestré un système de corruption lors du scrutin du 29 avril 2024. La Cour d'appel a jugé sa requête non fondée. La décision a été un coup dur pour Vidier Chimanga, qui annonçait son retrait de la politique dans un message sur son compte Twitter. Et puis les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a présidé jeudi 9 mai 2024 la réunion du groupe de travail interministériel de ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe sur la résolution de difficultés rencontrées par les peuples zambiens et congolais au poste frontalier de Kasumbalesa, Sakania, Mokambo et Kipushi. Suivez. Les appels incessants des transporteurs du réseau de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC sur les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans l'exercice de leurs activités sont parvenus à nos oreilles. Préoccupés par cette situation qui entrave le déroulement harmonieux des échanges entre nos deux pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris l'engagement de travailler de concert avec la République sœur de Zambie au fin de résoudre de manière durable cette situation suivant les processus amorcés par notre organisation. À cet effet, la réunion de ces jours constitue une étape importante dans la concrétisation de l'engagement de nos deux États avec l'accompagnement de la SADC à surmonter les obstacles qui entravent le commerce et la circulation transfrontalière au sein de notre région. Pour rappel, la décision du 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, tenu le 17 août 2023 à Luanda, en République d'Angola, portant sur la mise en place d'un groupe de travail spécifique afin d'examiner et résoudre les différents problèmes évoqués par les transporteurs, a marqué la ferme détermination de notre communauté à trouver des solutions durables à toutes les difficultés constatées, non seulement au poste frontalier de Kasumbalesa, mais aussi le long des voies de passage, c'est-à-dire à l'intérieur de nos pays. J'ose croire qu'au cours de leurs travaux, les hauts fonctionnaires ont pris soin de bien lister tous les problèmes signalés, lesquels d'ailleurs ont déjà fait l'objet de discussions antérieures organisées par la SADC et par les gouverneurs de la province du Haut-Katanga en date du 15 août 2023. L'amour et les pardons étaient au centre de la conférence de presse tenue par les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Lubaya Kachama Johnny. Il était question pour l'exécutif provincial de l'Ituri de répondre aux questions des journalistes de la ville sur le bilan de 3 ans de l'état de siège sur le plan sécuritaire. Ainsi a-t-il appelé la population iturienne à cultiver la paix. Suivez. Ça fait 3 ans. 2021,
2024. Et donc, comme vous le savez, nous sommes ici à Bunia et je suis gouverneur, en même temps en train de gérer une population. Et une province, ce n'est pas mon bien. Et donc, je dois à tout moment rendre compte. Le lieutenant Jules a parlé de la redevabilité. Donc, je suis redevable à la population de l'Ituri, 3 ans après. Nous sommes arrivés ici, je pense, c'est le 11 mai. Et nous nous sommes mis au travail directement. Nous nous sommes d'abord intéressés à la sécurité. Parce que l'état de siège, c'était d'abord montrer, établir l'autorité de l'État. Et nous avons tout fait. Nous avons commencé avec les opérations dans le Djougou. Nous sommes allés à Irumu. Nous avons fait Mambasa aussi. Évidemment, un peu aussi Magui, à la frontière avec Djougou. Évidemment, vous savez, 3 ans, les gens oublient. Souvent même moi aussi, des fois, j'oublie. J'oublie l'état dans lequel j'avais trouvé cette province. Et des fois, quand on me pose la question, qu'est-ce que vous avez fait? Je commence à réfléchir. Mais je crois que la vérité, des fois, c'est la population elle-même qui te rappelle. C'est comme ce jour où j'ai vu une très vieille dame s'approcher de moi, alors que j'étais en train de faire le sport. Cette dame a tout fait pour venir à moi. Et je me demandais, je me disais, est-ce qu'elle a un problème? Elle est malade? Non. Cette vieille dame qui s'est approchée de moi, c'était tout simplement pour me dire merci. Et puis sachez également un cimetière dénommé Génocoste, génocide congolais, et pour le gain économique est érigé pour honorer la mémoire de tous les Congolais tués du fait notamment de la barbarie de l'armée rwandaise. Suivez à ce sujet le ministre des Droits humains Fabrice Pouela. Les vœux et la recommandation du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en deuil à cause de cette barbarie, de cette violation des droits internationaux humanitaires perpétrés par les Rwandais, honorer la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés. Et honorer cette mémoire, c'est aussi réserver des funérailles dignes à ces défunts, mais aussi des sépulcres dignes. Et c'est ainsi qu'on n'a pas voulu enterrer ces corps avec les autres corps dans d'autres cimetières que nous avons ici à Goma. Et nous remercions les autorités militaires, en commençant par le VPM Défense, les gouverneurs militaires, qui a pris la décision de désaffecter une bonne partie du site qui était réservé aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire, ces cimetières qu'on appellera génocostes, c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques. Et nous tous, nous viendrons ici pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour conjurer les sorts. Voilà au fait la philosophie de l'érection de ces cimetières qui nous appellera à nous souvenir de la violation par le Rwanda de la Convention de Genève de 1949 qui est au fait
les droits à la guerre, les droits, la protection des civils et des propriétés civiles en période de guerre. Voilà en fait la philosophie de l'érection de ceci. Dans un communiqué plutôt de presse conjointe publié ce vendredi 10 mai 2024, l'Organisation mondiale de la santé et les fonds des Nations unies pour la population ont condamné fermement les bombardements survenus vendredi dans le camp de déplacés de Mugungu à l'ouest de la ville de Goma au nord Kivu. Ces attaques horribles, notent ces communiqués, violent le droit international humanitaire en mettant en péril le caractère civil de camp et les devoirs de protection de personnes déplacées. Parmi les personnes les plus touchées figurent des enfants, de filles et femmes, de victimes qui ont exposé à des risques plutôt accrus de violences sexuelles et des traumatismes. L'OMS et INFPI se disent rester engagés à défendre et protéger les droits humains. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en partenariat avec Observatorio a organisé ce vendredi 10 mai 2024 un atelier de formation de journalistes, directeurs de programmes, rédacteurs en chef et secrétaires de rédaction sur le renforcement de capacités de journalistes pour observer la déontologie, détecter et gérer toute forme de discours haineux, d'incitation à la violence, désinformation et sexisme. Gisèle Etoko et Niwa Pezo pour le reportage. D'appui à la démocratie et organes un danger guette l'exercice du métier de journaliste. La profession se perd, d'où il faut la sauver. Voilà l'essence de cette session de renforcement des capacités des journalistes, directeurs de programme, rédacteurs en chef et secrétaires de rédaction, organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, partenariat avec Observatorio en vue d'inciter les journalistes à observer la déontologie, détecter et gérer toute forme de discours haineux, d'incitation à la violence, des désinformations et des sexismes. Le métier même du journalisme est en train de se perdre dans une sorte de jungle inexpliqué. Mais il faut faire quelque chose pour sauver la profession et amener la corporation à davantage de professionnalisme. C'est pour cela que nous avons pris conscience que, au regard des dangers qui guettent l'exercice du métier du journaliste, il était temps que nous puissions essayer de donner une nouvelle orientation en rappelant aux journalistes les règles qui doivent dicter leur agir quotidien dans la collecte, dans le traitement et dans la diffusion de l'information. Et voilà pourquoi nous avons pensé organiser cet atelier avec Observatorio pour faire un rappel vibrant sur les règles d'éthique et de déontologie. Parce que, comme vous le savez, l'entité professionnelle d'un journaliste, c'est la déontologie et l'éthique. Et la déontologie et l'éthique sont à considérer comme la boussole qui guide l'action du journaliste, l'exercice de son métier. Alors lorsqu'un journaliste s'écarte ou s'éloigne de l'éthique et de la déontologie, il se perd. Et quand il se perd, c'est le désastre. Et donc, il faut ramener les choses. Et puis, débat autour de la révision au changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Maître Fabrice Pelende, cadre du mouvement de libération du Congo MLC, pense que cela n'est ni une priorité, moins encore une nécessité actuellement. Les problèmes, c'est surtout
dit-il, au niveau de loi qui accompagne cette loi mère, notamment la loi électorale qui nécessite de réformes. Il a dit à Maxime Makabo. Suivez. Il ne faut pas aller vite en besoin. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Ce n'est ni une priorité, ni une nécessité, du fait que nous savons que la Constitution est fondamentale. Les problèmes qui relèvent ici, ce sont les lois qui accompagnent cette Constitution. À l'occurrence, la loi électorale, puisque censée faire partie des acteurs modificateurs de la Constitution, ce sont des personnes qui proviennent de la volonté populaire. Et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas de personnes qui viennent de cette volonté populaire fraîchement incarnée par cette population pour aller toucher à une Constitution qui constitue la volonté absolue de tout un peuple. Ça sera vraiment factice, ça sera vraiment fallacieux du fait que nous mettons en cause les personnes qui sont dans cette législature au travers leur acheminement dans ces institutions, et ces personnes ne peuvent pas faire l'objet d'un concours de modification. Ici, il faut se pencher sur les lois qui organisent cette constitution. Et il y en a plusieurs. Ici, nous parlons d'abord de la loi électorale. Commençons à modifier cette loi électorale qui donne l'inéquité, les désavantages totaux, où on peut voir des personnes concourir à plusieurs mandats électifs et qui sont en même temps dans plusieurs institutions de la République et par trichement, par cette voie, laisser des personnes qui appartiennent à des familles. Tout ça, vous voyez, tout ça, ça frise un peu. Tout ça, ça ne donne pas l'opportunité de nous amener vers un climat constitutionnel apaisé, puisque nous le savons aussi, toucher à la Constitution, c'est toucher à la volonté du peuple, où il faut passer par la voie référendaire, où le peuple doit parler. Bien qu'il y ait des initiatives qui peuvent venir du président de la République, des députés ou de la population, mais les personnes qui sont censées être aux manœuvres doivent être des personnes populairement représentatives qui viennent de cette souche populaire. Je pense qu'il faut d'abord commencer par toucher les lois qui organisent, qui accompagnent la Constitution. Ce sont des lois qui ont de prépondérance même au-dessus de certaines lois. Et il faut commencer par là. Donc aujourd'hui, parler de la modification de la Constitution, c'est très dangereux. Les bourgmestres de la commune de Massina, Joseph Chikou, saluent l'élection de Daniel Bumba et Edi Ieli, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Les numéros 1 de la municipalité de Massina dit espérer quelque chose de meilleur dans la capitale. Il a dit à Bruno Ndinga. Merci à l'équipe élue de la ville-province de Kinshasa. Vraiment nos remerciements à l'excellence Daniel Bumba et à l'excellence Edi Ieli. Fier d'abord de cette élection, de cette équipe-là. Vraiment très confiant par rapport au souci qu'avait l'excellence Daniel Bumba et l'excellence Edi Ieli pour la ville de Kinshasa. Comme ils ont été élus, nous sommes très fiers et très contents parce que nous savons que maintenant là, on peut au moins espérer quelque chose de meilleur et d'excellent pour la ville-province de Kinshasa. Dans les soucis d'accompagner et soutenir le chef de l'État dans ses ambitions et ses projets, nous disons que l'excellence Daniel Bumba et Edi Ieli va apporter un plus. Voilà pourquoi nous disons vraiment grand merci. Nous autres, bourgmestres de la commune de Massina, M. Joseph Chikatumba, nous disons que nous sommes totalement disposés à apporter notre pierre, apporter tout ce qu'on a comme atout, tout ce qu'on a comme compétences et connaissances pour aider l'équipe gouvernementale pour arriver à réaliser un travail qui se doit. J'espère que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa élu, M. Edi Ieli, qu'on a au moins les compétences qu'a le bourgmestre de la ville, des bourgmestres de la commune de Massina, et dans les soucis qu'eux ils ont, et en synergie, en collaboration, on va faire plus, surtout pour ma municipalité qui est la municipalité de Massina, qui attend beaucoup de cette équipe-là. Donc sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'assainissement.
Et pour terminer, l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite Metelsat a expliqué le cause d'extrêmes chaleurs vécues ces dernières semaines au sud de la République démocratique du Congo. En croire le responsable de service national de télédétection et analyse du temps de la Metelsat à tendance actuelle, ne restera pas inchangée. Elle est déjà en train de s'atténuer. Regardez. Pour les responsables de service national de télédétection et analyse du temps de la Metelsat, ces chaleurs venues du pays voisin, particulièrement de l'Afrique du Sud, de la Zambie et de l'Angola, ont affecté plusieurs provinces au sud, au centre et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Les climats dans ces provinces sont également perturbés par ces vagues de chaleur. Il conseille aux populations de Kinshasa, à l'ouest du pays, de prendre des précautions pour faire face à la saison de pluie qui va se prolonger de quelques semaines. Le début de la saison sèche pourra intervenir vers la fin du mois de mai. À partir du mois d'avril, nous avons constaté une pénétration de vagues de chaleur venant du sud qui a affecté plus la partie sud de la RDC, à commencer par les Katanga, les Dekasai et les Bandundu, et arrivé même à Kinshasa et Bakongo. Cette zone a été affectée par cette vague de chaleur. Et ça a fait varier les climats de la ville de Kinshasa au moment que nous étions pendant la saison des pluies. Donc ça a interrompu l'évolution normale de la pluie et c'est ce que nous avons constaté, la montée de la température à 25 degrés le matin, voire même 26 degrés. Et dans la journée, nous sommes arrivés à enregistrer 33 ou 34 degrés. Et vers 15 heures, on a passé là où nous avons la température maximale. Nous avons atteint 35 degrés. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain à 20 h. Au revoir.